Je voulais te parler de celui-là. Gros jour, c'est Petit Lapin de Nilso. J'ai l'impression qu'il passe un peu plus inaperçu que les autres. Il y a plusieurs raisons à ça, je pense. Peut-être parce que la plupart de ses livres reposent beaucoup sur l'idée d'une espèce de profondeur littéraire. Et celui-là a l'air faussement plus léger. Et l'autre, c'est parce qu'il joue sur des tensions négatives. La déception et l'ennui. La déception parce qu'il déjoue systématiquement les attentes qu'on pourrait avoir dans un récit. Les personnages, par exemple, sont toujours en train de bavarder. Ça se présente toujours comme une espèce de dialogue à volonté plus ou moins moraliste. Mais toute attente est systématiquement déçue. Et pour ce qui est de l'ennui, la nature habituellement contemplative de son travail est là, plus que jamais là. Il s'agit de faire éprouver quelque chose comme un ennui métaphysique, général, un ennui du monde dans lequel se promènent nos deux protagonistes. Et le livre le fait sans que nous, on s'ennuie une seule seconde. C'est que l'histoire est jamais vraiment ce que se racontent ces deux-là. Elle est toujours le dessin par lequel ils apparaissent. C'est la profusion des modes d'apparition qui fait toute la singularité de ce livre parmi tant d'autres. Tu vois, en général, le dessin de Nilso a l'air d'être tout entier voué à un certain mode du dessin, à faire apparaître des choses, les représenter. Et là, il est tout entier voué à une espèce d'effectuation. Tout semble naître à chaque fois de la masse même d'un dessin, comme si c'était un état premier. C'est comme si ce dessin, qui était toujours raisonné, perdait en liberté ce qu'il gagne en raison. Alors que là, c'est exactement le contraire qui se passe. Il n'a jamais été aussi libre, et au fond, il n'a jamais été aussi raisonné. On dirait que les personnages émergent complètement de la matière qui les entoure et qui sont comme sculptés et qui sont quand même comme retirés de la pierre brute. L'état sculptural, ce serait comme si c'était un dégagement de matière. Mais je crois même pas, en fait. C'est un dégagement de mouvement. Oui, on voit des tourbillons. Tout à l'heure, quand je l'ai feuilleté, j'ai vu une planche où on avait comme un double terrier qui naissait justement d'un mouvement. Où là, quand cet ours surgit du néant, il surgit de l'herbe et de la pluie même, il est comme tiré vers le haut, sorti de l'ombre, et comme s'il rejoignait la pluie. Ce mouvement, c'est moins celui de la figuration, moins les choses que ça représente, le mouvement de la pluie, que ce mouvement propre à la vie du dessin, qui est toujours en train de s'effectuer. Tu penses que c'est le dessin en action, c'est ça que tu veux dire? En train de se faire, en fait. En train de faire paysage, en fait, quasiment. Ou plutôt de cesser de faire paysage. Ou alors il est le paysage, comme dessin. Mais il n'est pas en train de faire un paysage, de représenter un paysage. On ne sait plus ce qui est lumière et reflet, trou. On a le museau qui surgit dans l'ombre et ce museau devient le signe en fait d'un. C'est que dans un monde qui tout entier n'a pas d'autres conditions d'apparition que le dessin, alors tout ce qui apparaît sur la feuille est tout ce monde. On pourrait dire d'une certaine manière que l'ours est tout ce monde dans lequel il apparaît. Ce qui me paraît assez marquant dans la position du dialogue à l'intérieur de ce livre, en dehors du fait qu'il soit tout entier construit pour décevoir une attente de solution, c'est que il singe d'une certaine manière les dialogues métaphysiques auxquels il soit nous habitués. Je crois qu'ils sont suffisamment négligeables pour entraîner un lecteur qui pourrait s'en agacer à enfin se rendre compte que tout ce dont il est question, les fameux dialogues métaphysiques, c'est le dessin qu'il propose. Oui, ailleurs. Il est ailleurs que dans ce qu'il se dit, il est dans... Complètement, ouais, plus que jamais. C'est qu'il parvient en fait à serrer à peu près toutes les pratiques par lesquelles se conduit une plume, lentement. Enfin, je crois que lui, il travaille avec un petit stylo tubulaire. Il parvient complètement à faire démentir l'espèce d'aridité dans laquelle on place certaines pratiques, en en traversant à peu près tous les états. Et pourtant... Pourtant, on touche pas du tout à l'inventaire. C'est comme si c'était un état logique du dessin, de passer par tous ces états-là, de passer de l'astrie comme affirmation d'une nuance d'ombre et de lumière, à l'astrie comme vecteur d'un grand mouvement. Le jaillissement à ce moment-là du bouquin, quand même un moment où on s'y attend vraiment pas, quoi, de voir surgir ces formes géométriques. C'est comme si d'un seul coup se révélait ce qui est pas du tout un secret pour un dessinateur, mais qui paraît pas du tout évident je dirais à qui ne dessine pas. C'est qu'en dessin, à proprement parler, il n'y a pas de formule, il n'y a que des moments. Et d'une certaine manière, on peut dire que la géométrie n'est rien d'autre, ni plus ni moins qu'un moment du naturalisme. Un moment secret, peut-être, tu vois, mais même si c'est qu'un moment intellectuel, un mouvement jamais vraiment affirmé, tout ça considère un même problème. Le problème du dessin comme monde, c'est comme système à la fois de prospection, d'affirmation, mais aussi de dérèglement du monde. Il ne s'agit pas que de le faire toucher, il s'agit aussi d'y affirmer une nouvelle forme qui est le dessin lui-même. Car le dessin devient
un élément du monde et une série de ces moments. Je veux dire que le dessin serait un moyen d'arpenter le monde, Entre autres choses, ouais, de mais le aussi de le dérégler. baliser, oui, mais aussi de le dérégler. De le dérégler et de le saisir, de le comprendre. D'y mettre des repères, mais aussi de le transformer. Ce qui est très impressionnant dans ces choix, c'est les grands écarts finalement qu'il s'offre dans cette espèce de traversée du dessin, traversée du monde, d'unité, de grisaille, qui finit quasiment par être une sorte de trame indistincte. Et à côté de ça, des espèces de jeux extrêmement troublants, des masses d'ombre et de lumière, où tu as vraiment l'impression de voir clignoter des phosphènes. Et là, on a une contradiction vraiment radicale entre le haut et le bas, le ciel et la terre, parce que on a une espèce d'étude fouillée de l'herbe, sculptée par le vent, il y a des jeux de lumière et tout ça. Et dans le ciel, les bâtons de pluie tels qu'un enfant peut les dessiner. Ça pourrait très bien être un gamin qui a fait la pluie au-dessus de quelque chose d'hyper impressionniste, on peut dire. Qui est saisissant dans cette page, effectivement, c'est le statut, du coup, que prennent les personnages eux-mêmes. Les forces entre lesquelles ils sont coincés. C'est leur présence qui rend possible la cohabitation de ces deux plans.